Élection de chambre. Un an après, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Les résultats obtenus, 55% chez les exploitants, 51% chez les anciens, démontrent que le travail paye. Le travail de préparation des élections, une équipe d'administratifs et une équipe d'élus a beaucoup travaillé pour arriver à gagner ces élections. L'objectif était de faire le Grand Chelem, il a été obtenu. Ça prouve aussi une chose, ces résultats, c'est que les agriculteurs ne se sont pas trompés et ils ont voté massivement pour ceux qui font le travail tout au long de l'année. Cette victoire a été dignement fêtée au mois de février. Nous étions 200 à Mont-de-Marsan dans les petits salons du Stade Montois et preuve ce jour-là que tout le monde s'était bien impliqué pour cette belle victoire et ce Grand Chelem. N'oublions pas maintenant qu'il nous reste le travail à faire pour la MSA, tous à nos crampons et au boulot pour gagner les élections MSA maintenant. Agribashing, CETA, Mercosur. Ces nouveaux mots ont obligé la FNSEA à faire un appel national. Au mois d'octobre et de novembre, la FDSEA des Landes s'est mobilisée à partir du 5 sur les marchés de Mont-de-Marsan et de Dax, puis le 8 octobre sur les ronds-points de Agenmo, de R et un ralentissement sur Tartas ont été organisés. Le 22 octobre, une délégation menée par les deux présidents FEDEGIA est allée à la rencontre de notre préfet pour l'alerter et demander son soutien face à cet agribashing permanent et ce harcèlement que subissent les agriculteurs landais et français. Le 27 novembre, avec les JA des Landes, nous sommes allés à la rencontre des responsables des pôles culinaires de la MAX afin de vérifier si les affiches de production locale étaient bien respectées. La FDSEA des Landes a pour coutume d'organiser tous les ans plusieurs manifestations à destination du public, que ce soit les estivants avec bœuf à la plage, poulet à la plage qui se déroule au mois de juillet et d'août à Vieux-Boucau, ou alors, comme plus récemment, bœuf aux arènes, qui là est plutôt à destination de nos voisins, de nos amis, de gens qu'on côtoie au quotidien. Si ces opérations ont été mises en place suite à des crises, elles ont surtout été l'occasion de rencontrer les consommateurs, de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter. Sur le marché de Vieux-Boucau, dès le matin, des éleveurs sont présents, cuisinent, font déguster, expliquent ce qu'ils font sur leur exploitation. C'est l'occasion pour nous, agriculteurs, de mettre en avant toutes nos productions sous signe officiel de qualité au travers de ces manifestations. Le bœuf de Chalosse, le poulet fermier des Landes et les amateurs en redemandent bien sûr. On organise également des manifestations dans les écoles. Alors bien sûr ce sont les fermes ouvertes mais aussi la mallette pédagogique que nous allons animer dans des collèges. Tout cela dans le but de faire connaître notre métier, de savoir comment on travaille, comment aujourd'hui le métier s'est modernisé, s'est diversifié, qu'il peut intéresser des jeunes de tous âges, de tout niveau d'études. Bien sûr, on a toujours besoin sur les exploitations de petites mains, mais on a aussi besoin de gens qualifiés, formés, et c'est pour cela qu'on présente toute la palette des métiers que l'on peut exercer sur une exploitation. Vous voyez, la FDSEA des Landes n'a pas attendu l'agribashing pour aller au contact des citoyens, mais aussi des consommateurs. Il y a bien longtemps qu'on le fait. Et là, nous sommes réellement bien conscients qu'il faut continuer, qu'il faut aller plus loin dans les rencontres, les organiser, les faire différemment et peut-être former aussi les agriculteurs à dialoguer avec la société. Je voulais remercier au nom de la FDSEA des Landes tous les bénévoles qui contribuent à faire le succès de toutes ces manifestations. Ce sont pas moins de 100 bénévoles quelquefois qui se relaient toute la journée, en famille, du plus jeune au plus ancien, et c'est ça qui fait notre fierté, de pouvoir réunir et réussir ces manifestations grâce au bénévolat et dont font preuve tous les agriculteurs landais. Merci à eux. En 2019, on a lancé depuis septembre la lettre aux adhérents. C'est un service très intéressant qui permet à chaque adhérent d'être au courant des informations au jour le jour des travaux réalisés
au sein de la FDSEA des Landes. Nous en sommes à la 16e. Ceux qui ne la reçoivent pas, c'est juste parce qu'ils ont oublié de faire passer leur adresse mail au secrétariat de la FDSEA des Landes. 2019, c'est aussi l'achat groupé de fuel qui a été lancé depuis septembre. Un groupe de travail a été mis en place. Nous avons passé des accords avec 5 fournisseurs représentatifs du département, dans le département. C'est aujourd'hui la 5e commande collective. Ça marche. Un gain important à avoir sur le litrage. Ce service est exclusivement réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. C'est un nouveau service qui simplifie la vie des agriculteurs, pas besoin d'aller faire de négociations, c'est la Fédé qui l'a fait pour vous. Un gain de temps énorme et un gain d'argent non négligeable. 2019, c'est aussi l'achat groupé d'électricité. Au mois d'octobre, un groupe de travail est lancé. Nous allons travailler avec Opéra Énergie, un courtier en énergie. Les choses avancent. 2020 devait être le début des actions, avec un investissement total de chaque adhérent qui se lancera dans ce nouveau service. Le document unique, tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'a envie d'y passer. C'est obligatoire pour tous les employeurs de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la Fédé a un outil simple et efficace pour travailler sur le dossier et pour le mettre à jour chaque année. On travaille aujourd'hui en partenariat avec les OPA, Maïsadour, Fédécuma et autres, pour que cette obligation ne soit pas une contrainte, mais bien un document unique, utile et facile. Bilan de l'année 2019, catastrophique. 1 900 000 € de dégâts recensés actuellement, qui représentent 1200 hectares de semis détruits. Et on attend les derniers recensements pour finaliser l'année. Suite à cela, nous avons demandé un rendez-vous avec le préfet en mars 2019 pour pouvoir intervenir à des battues autour des parcelles non semées. Une deuxième rencontre a été effectuée au mois de mai, où l'on a demandé l'expérimentation du piégeage du sanglier à la cage. Et on avait demandé aussi les 2 heures automatiques pour le tir à l'affût, et voir si nécessaire le tir de nuit. En expérimentation après, a été effectué le tir de nuit à vision nocturne avec les lieutenants louveterie, et nous avons expérimenté des battues sur chantier de récolte. Pour le plan 2020-2025, nous y travaillons dessus et on va essayer de concrétiser toutes ces expérimentations et les appliquer. Dossier GEMAPI. Donc, depuis la loi de 2015, les communautés de communes ont récupéré la gestion des digues et sans financement. Donc les communautés d'agglomération sont en train d'expertiser l'état des digues et voir ce qu'il faudrait faire pour les mettre aux normes. L'institution Adour a mandaté un bureau d'études. Ce bureau d'études nous propose 2 scénarios possibles. Le premier serait la mise aux normes des digues, donc comme des digues de lac, avec des pentes à 33%, et donc avec un coût qui est plus que faramineux et une étude qui nous fait trembler. Le deuxième scénario, qui est plus qu'ironique pour nous, c'est la mise en transparence des digues. Mise en transparence, c'est-à-dire que tous les 100 mètres, on fait un trou dans la digue et on laisse passer l'eau. Aucun protocole n'est prévu pour l'indemnisation agricole. La FDSEA a organisé 4 réunions de terrain. Ces réunions de terrain nous ont permis de nous approcher de la réalité des choses et de ce qui se passait réellement. Donc aujourd'hui, la FDSEA va rencontrer le bureau d'études pour lui expliquer ce que le terrain en pense et comment il vaudrait mieux agir. Donc en conclusion, la FDSEA va leur montrer avec le bon sens du terrain que les digues sont présentes depuis Napoléon III, qu'elles ont été efficaces jusqu'à aujourd'hui et qu'elles peuvent encore l'être demain. Et avec un coût réduit et modique, l'entretien des berges pourrait se faire et ça conviendrait et au monde agricole et à tout le monde. La réduction des substances actives et des produits phytosanitaires mis à notre disposition pour protéger nos cultures nous empêche d'avoir de quoi soigner nos plantes. De plus, aujourd'hui, les consommateurs et les citoyens nous demandent d'être de plus en plus transparents par rapport à nos pratiques agricoles. Et c'est pour ça que la FNSEA a mis en place un contrat de solutions avec 40 partenaires qui développent une 60aine de fiches mises à notre disposition pour trouver des solutions. Parmi ces 60 fiches,
nous avons la fiche 36. Elle porte le nom de charte de bon voisinage. La charte de bon voisinage répond à l'obligation de l'article 83 de la loi Egalim, nous demandant de mettre en place des systèmes de protection pour les habitants à proximité des parcelles cultivées. Les objectifs sont simples. Favoriser le dialogue entre les agriculteurs et les citoyens et les élus locaux, montrer l'engagement des agriculteurs dans leurs bonnes pratiques agricoles et répondre aux enjeux de santé publique liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Les enjeux sont importants. L'article 83 de la loi Egalim stipule que lorsque de telles chartes ne sont pas écrites au niveau des départements, l'autorité administrative peut prendre des mesures d'interdiction ou de restriction d'utilisation des produits phytosanitaires. Nous avons constitué un groupe de travail réunissant des élus de la Fédé, des élus JA et Agri Demain. Nous avons rencontré le préfet. Enfin, nous avons été reçus par le président et 2 membres de l'association des maires du département qui nous ont incités à communiquer sur nos bonnes pratiques et qu'il est urgent d'expliquer pourquoi nous épandons les produits phytopharmaceutiques, dans quelles conditions et qu'elles soient d'ordre météorologique ou technique. Lors de la dernière rencontre entre le ministre de l'Agriculture et la FNSEA, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il est urgent de n'écouter la science, rien que la science et toute la science. Nous allons d'ici peu rédiger une 2e mouture de cette charte qui prendra en compte les considérations et tous les conseils que nous avons reçus lors de la rédaction de la présentation de la première charte. Agri-projet. Notre département est confronté depuis quelques mois à un phénomène nouveau qui prend de l'ampleur. C'est celui de collectifs ou d'associations qui portent recours devant le tribunal administratif visant à annuler des projets de développement agricole et en l'occurrence de permis de construire concernant des bâtiments d'élevage. Nous nous sommes inspirés de l'initiative qui a été portée par la FDSEA de Dordogne à travers l'association Apparu 24, puisque nos amis du Périgord étaient confrontés au même type de problématiques depuis plusieurs années et ils se sont constitués sous une forme associative de manière à pouvoir accompagner les éleveurs confrontés à ce genre de difficultés. À l'initiative de la FDSEA des Landes et des jeunes agriculteurs du département, nous avons donc constitué une association qui s'appelle Agri-Projet et dont l'objet est d'accompagner sur le plan juridique les agriculteurs au sens large, pas que les éleveurs, même si les premiers dossiers concernent des élevages, mais l'ensemble des agriculteurs adhérents face à des associations ou des collectifs qui portent recours devant un tribunal de manière à défendre les projets agricoles. Je profite d'ailleurs de ce rapport d'activité de la FDSEA des Landes pour remercier l'ensemble des présidents d'organisations professionnelles du département qui ont fait le choix de soutenir Agri-Projet, puisqu'effectivement, chacun aurait pu faire le choix de défendre ses mandants individuellement, mais la volonté collective, je pense que c'est d'ailleurs notre ADN dans ce département, le choix qui a été fait, c'est celui de mutualiser notre effort pour que, quel que soit le projet, quelle que soit l'appartenance à telle ou telle organisation économique, à partir du moment où il s'agit d'un projet agricole, eh bien, que collectivement nous puissions défendre ces projets à travers l'association Agri-Projet et l'accompagnement que nous allons donc conférer aux agriculteurs. Donc Agri-Projet, comment ça marche? En fait, la première dimension, c'est celle d'un animateur qui accompagne l'agriculteur qui se retrouve attaqué. Il y a une dimension humaine et sociale qui est presque la plus importante, être à l'écoute, puisque souvent les gens se retrouvent isolés face à leur propre voisinage. Structurer les éléments du dossier, récupérer toutes les pièces administratives et faire le lien avec un homme de loi. Nous sommes d'ailleurs sur cette fin d'année 2019 avec 2 premiers dossiers que nous accompagnons et malheureusement nous avons le sentiment qu'en 2020 cette situation va perdurer. Donc très modestement nous apprenons de nos propres expériences de manière à pouvoir accompagner devant les juridictions compétentes les agriculteurs et permettre que dans un état de droit les projets économiques qui respectent les réglementations puissent voir le jour et se développer dans notre département.
Donc le schéma des régionales des structures va arriver à son terme puisqu'il était en place pour 5 ans. Il est à renouveler pour janvier 2021. Les premières réunions ont commencé sous l'égide de la DRAF, tout juste maintenant. Donc vous voyez, il nous reste à peine un an pour pouvoir réfléchir au futur schéma. Au niveau de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine, nous avons voulu anticiper tout ça et nous en sommes déjà à 7 réunions de réflexion. Pour préparer ce futur schéma, la première des choses a été de dresser un bilan entre nous. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on a été tous unanimes dans tous les départements pour dire que le schéma actuel est totalement à changer. Il faut revoir carrément de fond en comble. Il ne convient pas du tout à ce que nous souhaitons et à nos aspirations essentielles, puisque ce n'est plus un contrôle des structures que l'on a aujourd'hui, mais plutôt une boîte d'enregistrement gérée par les DDT. Pour nous, il faut vraiment revoir tout ça. La première chose, c'est qu'il faut redonner beaucoup plus de place aux professionnels au sein des CDOA. Il faut avoir une marge de manœuvre. Il faut sortir de cette grille de points qui ne va pas du tout et qui ne correspond pas à nos initiatives et à nos réflexions et surtout qui ne permettent pas à chacun d'exprimer la connaissance du terrain que nous avons au travers de la diversité que nous représentons dans ces CDOA. Autre chose qui est importante aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les trois schémas existants aujourd'hui sont très différents. On est les seuls à avoir bâti le schéma sur les marges brutes dans l'ensemble des productions végétales pour constituer une unité de référence. Et ça, c'est partagé. Demain, on pense et on proposera de travailler de la même façon pour le nouveau schéma. Une chose qu'on a dit et sur laquelle on restera arc-bouté, on ne travaillera pas sur un nouveau schéma si on ne va pas dans ce sens-là. Si c'est pour refaire une boîte à outils juste au service de DDT, nous, professionnellement, on n'acceptera pas. Bonjour. Je sais qu'aujourd'hui, je suis attendu sur la problématique des retraites. Au moment où je vous parle, une minorité de Français attendent les déclarations du Premier ministre pour savoir s'ils vont continuer à paralyser le pays ou pas. À la FNSEA, nous avons choisi dès le départ la construction sur une réforme de retraite que nous appelons de nos voeux depuis maintenant plus de 10 ans. Cette réforme-là et les négociations que nous avons menées avec le groupe de Levoix vont dans le sens, et les propositions qui sont faites vont dans le sens de ce que nous attendons aussi. Au-delà de ça, il n'en aura pas moins qu'il y a deux sujets qui restent aussi à continuer et que l'on continue à négocier. Un, c'est la revalorisation des retraites actuelles. Et nous poussons dans ce sens-là. Et puis le deuxième point, c'est d'éviter les effets collatéraux de cette réforme de retraite-là sur les retraités qui prendront leur retraite à partir du 1er janvier, et ce jusqu'à l'application de la réforme des retraites, et notamment en termes de libération des exploitations. Bien alors le dossier irrigation, d'abord à l'échelon national à la FNSEA, il est de plus en plus prégnant parce que qu'est-ce qu'on constate? Que des épisodes de sécheresse tous les ans, ils font les tours des régions, quoi. Ce n'est plus une problématique sud de France, c'est une problématique de toutes les régions et donc on doit à tout prix faire bouger des lignes pour que les agriculteurs puissent avoir accès à la sécurisation de l'eau sur leur exploitation. Alors cette année 2019, ça a été une année plus qu'intense pour faire bouger des dossiers. D'abord il y a eu les assises de l'eau du grand cycle, dont fait partie les enjeux de l'agriculture, qui ont eu lieu ce début d'été, où en est sortie une reconnaissance de la nécessité d'économiser l'eau, mais également d'avoir accès à des volumes supplémentaires par rapport au changement climatique. Faut-il mettre tout ça en forme? Alors, depuis le début de l'année, on a beaucoup travaillé avec mes collègues de la PCA, de JIA, d'Irrigants de France, à faire bouger notamment une instruction pour accompagner les projets de territoire qui maintenant s'appellent des PTGE, des projets de territoire de gestion de l'eau. Donc cette nouvelle instruction, elle est calée aujourd'hui sur des bases costauds, je l'espère. Faut-il cranter les étapes? Voilà. Alors le ministre de l'Agriculture est pragmatique, il faut le reconnaître, sur le sujet. Donc banco pour sa dynamique, sauf que je rappelle que le dossier de l'eau est
aujourd'hui traitée par le ministère de l'écologie et non par celui de l'agriculture, et que donc il faut à tout prix qu'il y ait des arbitrages favorables. Alors le ministre dans la foulée a annoncé une soixantaine de projets qu'il était prêt à signer de 2019 à 2022. Localement, les choses sont concrètes. Nous on vit par exemple le projet de territoire, le PTGE du Midour. Il y a un comité de pilotage avec beaucoup de monde qui a travaillé depuis 2 ans, qui a reconnu l'état des lieux des déficits qui étaient sur ce territoire, qui aujourd'hui a écrit des scénarios pour combler ces déficits en prenant en compte les changements climatiques qui risqueraient de s'imposer au territoire du Midour. L'état des lieux a été voté par tout le monde. Maintenant, il faut à tout prix que le projet de territoire aboutisse dès 2020 et soit validé par le préfet de bassin. On risque d'être un des premiers projets de territoire de France, sachez-le, mais il faut à tout prix qu'il y ait du concret qui aboutisse, et il faut l'avouer, c'est ça qui nous manque. On en parlera rarement, mais l'autorisation pluriannuelle sur le bassin versant de l'Adour a été attaquée et passera un de ces jours au tribunal de Pau. On n'en connaît pas la date. En tout cas, je tiens à vous dire, il ne va pas falloir se laisser faire, que ces démarches-là sont tout à fait destructrices par rapport à une bonne gestion qui peut être faite sur le bassin versant de l'Adour. Et il sera sans doute venu un moment où il faudra se manifester fortement par rapport à cette échéance-là. Daniel Peyrobe, bonjour, donc je suis président et producteur de maïs, mais aussi membre du bureau de la FNSEA, et donc à ce titre je vais vous présenter les dossiers au cours de l'année. Donc si je pars de l'échelon européen, d'abord rappeler que nous sommes le premier importateur mondial de maïs. Donc pourquoi aujourd'hui nous avons été très acteurs dans les dossiers par rapport aux importations, mais d'une part parce qu'il faut dénoncer cette distorsion de concurrence auquel on fait face, puisque vous savez parfaitement que des pays peuvent produire à partir de molécules telles que de l'atrazine ou des techniques nouvelles comme des OGM, et que ce n'est pas le cas sur le territoire français ni européen. C'est la raison pour laquelle, au sein de la Commission européenne, nous avons conduit des actions juridiques pour dénoncer ce dysfonctionnement et essayer d'apporter une réponse aux producteurs français de maïs. Vous dire aussi que nous sommes en distorsion de concurrence sur des accords commerciaux tels que les accords du Mercosur, pour lesquels avec la FNSEA et la CEPM nous avons réussi à œuvrer pour bloquer l'engagement français qui pouvait s'étendre notamment à des importations massives sur du grain, mais aussi sur des viandes, des protéines animales. Il faut rappeler le travail que nous faisons au sein de la politique agricole commune. Donc nous avons défendu 60% du premier pilier dans le DPB qui vient soutenir les exploitations françaises, mais aussi au travers du deuxième pilier, 30% dans le système assurantiel. Donc cela consiste à quoi? D'une part à baisser le taux de déclenchement qui était à 30%, le redescendre à 20%, et d'autre part accompagner une subvention plus importante auprès de ces schémas-là, pour avoir un système assurantiel beaucoup plus incitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Au travers de la FNSEA, d'autres sujets ont été abordés et défendus aussi. Vous savez tous les débats qu'il y a actuellement sur l'homologation de molécules. Il y a eu un travail de fond pour que l'on puisse d'une part raisonner l'orientation, que l'on s'appuie sur des envies scientifiques, ce qui a été le cas de l'annonce du ministre de l'Agriculture lors du congrès du maïs à Toulouse, où il s'avère qu'il y a une volonté de l'exécutif d'appuyer fortement sur une décision scientifique et non sur des décisions politiques. D'autres sujets, il s'agit aussi de la décarbonation. Alors, décarboner, c'est quoi? C'est des accompagnements dans le transport et notamment le développement des biocarburants. Des orientations d'incorporation à hauteur de 7% ont été prises. Nous travaillons fortement avec la Commission à la FNSEA et les AS végétales à ce que ces engagements-là soient respectés. D'une part parce que nous avons construit collectivement en France des usines, et d'autre part répondre à des exigences
de réchauffement climatique et autres. Voilà des chantiers qui devant nous sont fortement impactants pour l'agriculture, sont fortement défendus par la FNSEA pour améliorer le quotidien et apporter des perspectives à notre activité et notre agriculture landaise. Depuis le mois de juillet, les élections MSA sont à l'ordre du jour. Un travail important est à réaliser afin de réussir nos élections. Nous avons organisé une tournée cantonale afin de trouver nos 180 candidats nécessaires à cette élection MSA. Je tiens à remercier tous ceux qui ont voulu partir avec nous dans ce nouveau projet. Je tiens à remercier les anciens élus pour le boulot qu'ils ont fait pendant les 5 dernières années. Nos 180 candidats étaient prêts pour aller à la bataille au mois de janvier. Ce début d'année, nous avons fait une dernière tournée cantonale très importante pour expliquer comment voter et faire voter. Alors, votez et faites voter si vous voulez que les résultats soient les mêmes que pour la Chambre d'agriculture l'année passée.